Bonjour et bienvenue dans les vidéos du cours d'analyse de données et modélisation de systèmes environnementaux. Aujourd'hui, le but, c'est que vous soyez capable de maîtriser les outils pour générer des nombres aléatoires et puis que vous voyez une application sur les méthodes de Monte-Carlo, comment propager l'incertitude dans des fonctions complexes. Donc, pour générer des nombres aléatoires, je vais utiliser un module de NumPy, qui est le module NumPy Random. Donc, je vais charger NumPy, utiliser Matplotlib comme d'habitude pour faire mes graphiques. Donc, je charge dans le Jupyter Notebook ces deux modules. Et la première chose que j'aimerais faire maintenant, c'est de vous montrer comment on échantillonne des valeurs à l'intérieur d'un vecteur de données. Donc si vous avez un tableau qui contient des données, par exemple ce tableau de data, ben vous pouvez utiliser le module random pour tirer au hasard un certain nombre d'éléments dans ce vecteur. Donc si je fais random choice data 1, ça va tirer au hasard un élément parmi tous les éléments du vecteur. Donc là, ici, il a pris la valeur 4. Si je réexécute cette fonction, qui est une fonction pseudo-aléatoire, ben, je vais avoir des tirages qui sont chaque fois différents. Donc ici, j'ai 4, 5, 2, 10, 2, etc. Vous voyez que chaque nombre a une probabilité égale d'être tiré à chaque temps. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs. Donc n'importe quelle des valeurs qui sont là ont la probabilité de tirer de 1 sixième. Comme c'est des nombres pseudo-aléatoires, je peux fixer la graine de cette série de nombres pseudo-aléatoires qui va contrôler le tirage au sort dans ce vecteur en fixant la graine. Et si, pardon, il manque le mot random, c'est dans le module random que je dois utiliser la fonction seed. Et si je réexécute, vous voyez, je clique plusieurs fois sur CTRL Enter dans la cellule, et je vois le nombre ici d'itérations qui augmente, mais chaque fois j'obtiens la valeur 5.2 parce que pour cette graine, la série de nombres aléatoires va donner toujours 5.2. Donc le premier argument qu'on donne, c'est le vecteur dans lequel on veut tirer des valeurs. Le deuxième, c'est le nombre de valeurs qu'on veut tirer. Donc si je mets 5, je vais tirer ces 5 valeurs par exemple. Si j'enlève la graine, si je change la graine, je vais tirer d'autres valeurs. À chaque fois que je garde cette graine, j'aurai les mêmes valeurs. Donc c'est important d'avoir accès à cette graine parce que parfois vous voulez débugger un code, donc vous voulez avoir une exécution qui est reproductible, et chaque fois vous avez le même résultat, et pouvoir vérifier que le code donne bien ce que vous attendez qu'il donne. Donc en fixant la graine, vous pouvez ainsi débugger le code et le vérifier. Vous pouvez aussi imaginer que si vous faites un tirage avec de très grand nombre de valeurs, et que vous voulez stocker les résultats pour que quelqu'un puisse vérifier votre calcul, il est peut-être plus intéressant de stocker la graine que de stocker les milliers de valeurs dans un fichier et ça va prendre la place. Donc la graine, c'est une bonne façon d'être capable de reproduire exactement la même série de nombres pseudo-aléatoires en la fixant. Donc si on ne la fixe pas, NumPy Random va prendre automatiquement une graine basée sur des choses internes dans l'ordinateur, comme la date ou des choses comme ça, et on ne va pas avoir à se préoccuper de la graine, on va à chaque fois tirer des choses différentes. Ok, donc là on a une première façon de tirer des nombres au hasard. Si je commence à tirer plus de nombres que ce qu'il y a dans le vecteur de données, vous allez voir qu'il va répéter certains nombres, donc il fait une sorte de tirage avec remise. Mais si on veut être sûr qu'on contrôle bien la façon dont il fait son tirage, il faut lui dire qu'on veut un tirage avec remise. Donc j'ai une option dans laquelle je dis replace égale true. Et ça, c'est pour le tirage avec remise à la chaîne. Donc là, on est bien sûr qu'il va faire les choses comme il faut. Donc cette méthode qu'on vient de voir, elle permet de tirer des nombres dans une liste. Parfois, vous n'avez pas envie de donner à l'avance les nombres dans lesquels vous voulez tirer, mais vous connaissez un intervalle et vous voulez tirer des nombres dans un intervalle. Peut-être que vous connaissez la loi de distribution, peut-être que vous voulez tirer des nombres dans une loi gaussienne, etc. Donc on va voir maintenant ces autres fonctions qui permettent de tirer des nombres pseudo-aléatoires sous certaines contraintes dans des distributions connues. Donc la plus simple, c'est la loi uniforme discrète. Donc la loi uniforme discrète, c'est quoi? C'est on veut tirer des valeurs qui sont des valeurs entières, des entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre une valeur minimum et une valeur maximum. Donc on va utiliser la fonction randint pour ça. Si vous faites afficher la signature de la fonction, on voit qu'on doit lui donner l'entier minimum à partir duquel on veut tirer, la valeur maximum plus 1, il faut faire attention, et le nombre de valeurs qu'on veut tirer. Donc
je veux tirer par exemple des entiers entre 1 et 2, il faut que je rentre 1,3. Et là, on devrait avoir, si je refais des tirages nombreux, je devrais tirer des 1 et des 2. Si je vais de 1 à 10, ou de peut-être de 3 à 10, là maintenant je vais tirer au hasard des nombres entre 3 et 9. Toujours la dernière valeur, moins 1. Comme avec la fonction choice, vous pouvez aussi choisir combien de valeurs vous voulez tirer. Donc vous pouvez donner ici la taille du vecteur que vous voulez générer. Si je veux tirer 20 valeurs entre 3 et 9, et qui ont toutes la même probabilité d'être tirées, il suffit que j'indique ici le nombre 20. Une autre loi qui va intervenir très souvent quand on s'intéresse à l'incertitude et aux statistiques, c'est la loi de Bernoulli. Donc cette loi, elle s'occupe de variables aléatoires qui ne peuvent prendre que deux valeurs. Donc c'est des lois qui décrivent des événements discrets qui vont s'exclure l'un l'autre. Donc par exemple, elle va servir à représenter le fait qu'il pleut ou il ne pleut pas. Donc 1, ça sera le code qui signifiera il pleut, 0, c'est l'événement il ne pleut pas. Et donc on a besoin juste d'un paramètre pour décrire ce genre de loi, c'est la probabilité que l'événement se produise. La probabilité que l'événement ne se produise pas, ça sera juste 1 moins la probabilité que l'événement se produise. Donc si on veut faire une simulation de ce genre de loi, ben, on va pouvoir utiliser ce qu'on connaît déjà. Vous connaissez la fonction choice. Et puis ici, on est dans un cas qui est très simple parce qu'on n'a que deux valeurs possibles, c'est 1 ou 0. Et bon, on peut tirer un certain nombre de valeurs dans ce choix-là. Donc si je fais juste comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer 10 valeurs 1 ou 0 dans le vecteur que j'ai donné. Mais vous voyez que la probabilité de tirer un 1 ou un 0 est identique. Elle est de 0,5 par défaut dans la fonction choice. Donc si on veut tirer avec des probabilités différentes les 1 et les 0, il va falloir l'indiquer à la fonction choice. Et si je regarde la signature de la fonction, vous voyez ici que dans choice, je donne le vecteur A de toutes les valeurs qu'on peut tirer, la taille, le nombre de tirages que je veux faire, je peux faire une remise et mettre replace égale true, mais je peux aussi, j'ai ce dernier argument, je peux donner P, c'est la probabilité que chacun des éléments soit tiré. Donc ici, je peux indiquer P égale, et je dois donner un tableau, ou une liste, ou un vecteur qui a exactement la même taille que les éléments que je veux tirer. Donc je vais tirer le premier élément avec une probabilité P, et le deuxième élément, c'est le 0, je vais le tirer avec la probabilité 1 moins P. Donc je vais définir, je devrais le définir comme ça, peut-être proba, c'est la probabilité que j'ai de tirer la valeur 1, et là je vais mettre proba, et là je mets 1 moins proba. Si je fais ça, vous voyez qu'il a tiré des 0 plus fréquemment que des 1, parce qu'il respecte cette probabilité-là. Si j'avais mis une probabilité de 0,1, et je refais des tirages, ça devient très rare de tirer des 1. Si je mets une probabilité de 0,9, au contraire, je vais tirer des 0 rarement dans la distribution. Donc comment vérifier que ça donne bien ce que je veux? Je pourrais stocker ces échantillons. Là, j'ai généré une série d'échantillons. Je les stocke dans un tableau. Je vais faire afficher le tableau. Échantillon. Donc ce petit changement ne va pas, j'ai fait une faute de frappe, ne va pas changer le fonctionnement du code. Voilà. Mais maintenant, ce que j'aimerais calculer, par exemple, c'est la moyenne à travers l'échantillon, pour savoir quelle est la probabilité à travers l'échantillon expérimental, est-ce qu'elle vérifie bien la probabilité que j'ai donnée en entrée de la simulation. Si je tire que deux valeurs, cette probabilité à chaque tirage va changer beaucoup, parce que la taille de l'échantillon est trop petit. Mais si je tire beaucoup plus de valeurs, j'en ai tiré 100, vous voyez que maintenant on est en train d'osciller de façon beaucoup plus proche autour de 0,9. Ici j'en tire des milliers de valeurs ici. On va se rapprocher de 0,9 de façon beaucoup plus forte. Ok. Donc une autre loi que vous allez rencontrer très très fréquemment, que vous allez utiliser même dans le lab que vous allez faire aujourd'hui, c'est la loi binomiale. Donc la loi binomiale, c'est quoi? C'est la loi qui donne
le nombre de fois que l'on a tiré un 1 avec une loi de Bernoulli si on a répété l'expérience. Donc l'exemple que je pourrais prendre facilement, c'est vous considérez la loi qu'il pleuve un certain jour, donc chaque jour il y a une certaine probabilité qu'il pleuve, et maintenant vous voulez savoir à travers 10 jours successifs quel a été le nombre de jours où il a plu. Donc sachant qu'il y a une probabilité de 0,2 qu'il pleuve pendant un certain jour, pendant 10 jours, quelle est la probabilité d'avoir un jour de pluie, 2 jours de pluie, 3 jours de pluie, etc. Dans cette loi binomiale, la variable aléatoire qui nous intéresse, vous voyez, c'est ce y, qui est juste une somme de i égale 1 jusqu'à n de valeurs prises par des variables qui suivent la loi de Bernoulli. Donc si on veut simuler une loi binomiale, il y a une façon de le faire, c'est de reprendre ce qu'on avait fait avant avec la loi de Bernoulli. Donc je copie-colle cette partie-là. Là, on génère des échantillons qui suivent la loi de Bernoulli. Je vous montre juste les échantillons. Ça, c'est les échantillons. On en a un certain nombre. Ici, on en a 10, on en a tiré. Donc, je vais remplacer ça par une variable afin de pouvoir le régler et choisir combien je vais en mettre. Donc, je remets 10, mais je pourrais mettre 8. Donc là, ça va tirer 8 échantillons avec une certaine probabilité. Je vais mettre une probabilité un peu plus faible. Et si je veux m'intéresser pas au tirage de la loi de Bernoulli, mais à des tirages dans une loi binomiale, je dois créer cette variable binomiale. Je vais la noter y ici. C'est quoi? C'est juste la somme. C'est juste la somme de mes tirages, de mes échantillons que j'ai tirés avec la loi de Bernoulli. Donc ça serait Y. Vous voyez ici, je fais un tirage, il y avait 4 fois 1. Je pourrais afficher les deux, ça serait plus sympa. Voilà, donc là je fais un tirage, j'ai 6 fois tiré un 1, 2 fois tiré un 0. Bah, la variable Y ici, elle vaut 6. Je refais un tirage, etc. Ça vaut 6, 6, 3, 2, 5. Et donc, cette variable Y suit la loi qui nous intéresse. Donc ça serait une façon de faire pour tirer, de passer par la loi de Bernoulli. Il y a une façon plus facile de le faire dans NumPy, random, c'est d'utiliser directement la fonction binomiale qui va nous renvoyer un échantillon tiré dans la loi binomiale. Donc qu'est-ce qu'on doit lui donner comme paramètre? Le nombre, le n, qui correspond au nombre de jours, par exemple, où on veut savoir s'il a plu, et la probabilité individuelle sur chaque jour. Donc ici, le n, ça serait 8, et la probabilité, c'est la probabilité qu'on avait décidé avant, elle est à 0,7 ici, et voilà. Donc là, je fais des tirages dans cette loi binomiale. C'est exactement l'équivalent de ce que j'ai fait là-haut, mais c'est un peu plus compact à écrire. Donc je peux tirer tout de suite maintenant un grand nombre de valeurs, et puis je vais remplir un tableau avec des tirages d'une variable aléatoire y qui suit la loi binomiale. Donc imaginons maintenant qu'on veut tirer des nombres dans un intervalle entre deux bornes, A et B, suivant une distribution uniforme. Donc n'importe quel nombre a la même valeur d'être tiré, et je veux tirer des valeurs continues. Tout à l'heure, jusqu'à présent, on a tiré des nombres qui étaient entiers, ou des nombres dans un vecteur, donc c'était des estimations de variables aléatoires discrètes. Maintenant, on veut tirer des nombres qui sont continus. Donc pour faire ça, je vais utiliser la fonction uniforme dans le module random, et je dois donner, si je regarde la signature de la fonction, je dois donner, vous voyez, les deux bornes min et max dans lesquelles on va tirer des valeurs. Donc les valeurs min et max de l'intervalle ici dans lequel on va tirer. Donc ces valeurs, ce sont des nombres réels. Je peux mettre des nombres à virgule. Hein. Il y en a un qui peut être, ils peuvent être négatifs tous les deux d'ailleurs. Si je fais ça, vous voyez, je vais tirer des valeurs uniformes dans cet intervalle-là. Comme d'habitude, je peux choisir le nombre de valeurs que je tire. Imaginez que j'en tire 5. Voilà. Il va me renvoyer un tableau avec 5 valeurs tirées dans cet intervalle-là. Comme d'habitude, c'est le tirage aléatoire. On peut stocker ça dans un tableau. Donc ici, je crée un tableau qui va s'appeler hash uniforme et je stocke, disons, 500 valeurs tirées dans l'intervalle. Si maintenant je veux voir l'histogramme des valeurs que j'ai tirées, pour vérifier qu'elles ont bien une distribution uniforme, je vais faire comme d'habitude, un petit calcul d'histogramme. Et effectivement, ça a l'air uniforme entre une valeur inférieure, là qui est
à moins 1.2 et une valeur supérieure là, qui est quelque part par là. Si je veux vérifier que c'est bien les bons intervalles, je peux utiliser la fonction qui me permet de dessiner une ligne verticale à une position donnée. Donc si je fais ça, vous voyez que j'ai le trait qui est bien au bon endroit. Alors, c'est bien la limite inférieure ici. Et la limite supérieure, c'est pareil, elle doit être exactement à l'endroit que j'ai choisi. Je le fais pour confirmer ce que je dis. Donc vous voyez, il a bien tiré dans l'intervalle. L'histogramme est bruité. On pourrait le calculer en densité pour vérifier que c'est bien une probabilité. Là, on est autour de 0,1 et on voudrait peut-être vérifier qu'on a bien la bonne probabilité théorique qui vient de la loi uniforme. Donc on pourrait aussi rajouter sur ce graphe la probabilité théorique. Donc je vais faire un plot. Je prends les deux bornes de l'intervalle, moins 1.2 et 9.827. Quelle est la valeur de la probabilité dans ce cas que je devrais avoir ici? C'est 1 sur la largeur de l'intervalle. Donc je peux le calculer, c'est 1 divisé par cette valeur moins donc la valeur maximum moins la valeur minimum. Ici la valeur minimum est négative, donc ça fait plus 1.2. Je crée deux valeurs comme ça successives. Donc là j'ai créé deux valeurs x qui sont les valeurs min et max et deux fois la même valeur y qui représente la ligne. Voilà, ça c'est la ligne qui représente la distribution théorique. J'ai pas tiré beaucoup de valeurs, j'en ai tiré 500, donc j'ai pas mal de bruit dans le tirage. L'histogramme n'est pas parfait. Mais si je fais plus de tirages, par exemple 5000, vous voyez que ça commence à se rapprocher. Si j'en fais encore plus, je vais mettre 2 en plus, vous voyez, voilà. L'histogramme des valeurs tirées dans cet intervalle vont bien suivre la loi de densité théorique qu'on s'attend à avoir. Donc dernière étape, c'est la loi normale. Vous savez qu'elle arrive très fréquemment. Si on veut tirer des valeurs dans une loi normale, ça va être très facile. On utilise dans random la fonction normale. Et puis les deux paramètres qu'il faut entrer, c'est la moyenne et donc ça s'appelle localization, loc, et scale. Donc loc c'est la moyenne et scale en fait c'est l'écart type. Donc imaginez qu'on ait une moyenne à, je sais pas, à 5 et un écart type de 7.3. Voilà, je peux tirer les valeurs qui vont être dans la bonne distribution. Donc, comme d'habitude, je peux tirer un grand nombre de valeurs. Je vais commencer par 5 pour qu'on le voit. Et puis, je peux en tirer des centaines. Donc, je vais en tirer un grand nombre, comme ça. Pardon. Et je vais stocker le résultat dans un petit tableau. Les valeurs qui suivent une loi gaussienne de moyenne 5 et d'écart type 7.3. Et si je veux vérifier que ça donne les bonnes valeurs, je vais recalculer la moyenne de mon tirage. Et vous voyez, effectivement, je suis proche de ce que j'ai mis comme données. Chaque fois que je fais un tirage, ça va fluctuer. Ça va être un peu au-dessus, un peu en dessous, mais ça va fluctuer dans les bons ordres de grandeur. L'écart type, est-ce qu'il est correct? Je peux le calculer. On est bien autour de 7,3, c'est aussi correct. Si je regarde l'histogramme des valeurs qu'on a générées, vous voyez que c'est bien un histogramme gaussien avec un écart type assez grand et puis qui est centré ici sur une moyenne de 5. Donc voilà, pour générer des nombres dans une distribution normale, c'est pas plus compliqué que ça. La dernière partie que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est la propagation d'incertitude. Donc il est fréquent qu'on ait un modèle, qu'on ait une équation, ça peut être compliqué, il y a peut-être tout un programme qui sert à calculer le modèle, à prévoir quelque chose, qui dépend de paramètres. On avait parlé des paramètres de population, des paramètres du modèle. Ça peut être des paramètres liés au réservoir pour le karst, ça peut être des paramètres météorologiques, environnementaux, peu importe. Mais ces paramètres peuvent ne pas être connus de manière hyper précise. Donc imaginez, on refait la simulation qu'on avait fait au début de ce cours sur l'évolution d'une population avec l'équation logistique. Donc on avait dérivé l'équation, on avait vu comment elle marchait. Puis on avait fixé la population initiale, on avait fixé le taux de croissance,
on avait fixé le maximum de bactéries qui peuvent survivre dans l'environnement qu'on a, et on avait programmé cette fonction logistique, et on avait fait le calcul, on avait vu qu'on voilà, on pouvait prévoir l'évolution de la population en fonction du nombre de jours, en fonction de ces paramètres. Maintenant, souvent, dans la réalité, ces paramètres ne sont pas très bien connus. Vous imaginez, vous mesurez le nombre de bactéries qu'il y a dans un échantillon, il y a probablement une incertitude, c'est pas facile de compter les bactéries, donc ici vous avez une incertitude sur le nombre de bactéries. Vous savez que vous en avez observé à peu près 40, mais vous attendez d'en avoir entre 35 et 45 peut-être. Et le taux de croissance, ben, il est mesuré, mais avec une incertitude. C'est pas 2,3 pile, mais il y a une incertitude de l'ordre de 0,6. Et pareil, pour la valeur max, il y a peut-être une incertitude. Donc maintenant, ça, vous l'avez fait, vous saviez le faire. Maintenant, on aimerait modifier ce programme-là pour évaluer pas seulement un nombre déterministe qui nous dit quelle est la population, comment elle va évoluer encore au cours du temps de façon purement déterministe, mais on aimerait prendre en compte cette incertitude. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier le petit programme qu'on avait là, et au lieu de prendre des valeurs constantes, on va tirer au hasard dans une distribution fixée les valeurs qui nous intéressent. Donc par exemple, la population initiale, au lieu d'être 5, ben, je vais dire c'est un nombre qui est dans une distribution uniforme. Donc je vais utiliser ce que je viens de voir, uniforme, avec une valeur minimum de 35, une valeur maximum de 45. Le R, il ne vaut pas exactement 2, 3, mais je pense qu'il est dans une distribution gaussienne de moyenne 2,3 et d'écart type avec un écart avec un intervalle de confiance à 95% avec un écart de 0,6, donc ça fait un écart type de la moitié, 0,3. Donc je vais tirer des valeurs dans la distribution normale de moyenne 2,3 et je vais prendre comme écart type la moitié de l'intervalle de confiance de l'erreur. Ok. Et le Nmax, c'est pas 375, mais c'est entre 370 et 380. Et c'est à nouveau une distribution uniforme. Donc je vais copier ça, je vois que j'ai fait une erreur. Uniforme entre 370 et 380. Ok, je vais devoir modifier un petit peu mon programme. Et si juste je fais ça, ce que vous voyez, c'est qu'il va tirer au hasard les valeurs des paramètres. Puis maintenant, je vais avoir des simulations qui vont changer. Alors, il y a une erreur quelque part. Elle est où? J'ai fait une faute de frappe. C'est pas uniforme, mais uniforme. Et puis, chaque fois que j'exécute ça, je vais avoir des petites variations. Donc là, vous avez du mal à voir ce qui se passe. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on fasse plusieurs calculs et qu'on répète, qu'on affiche sur le même dessin toutes ces courbes. Donc, je regroupe ici la partie que je devrais changer. Je dois faire des tirages des paramètres dans les distributions que j'ai choisies. Je dois faire le calcul de l'évolution du nombre de bactéries en fonction du temps, en fonction de ces paramètres. Et puis je veux faire un graphe. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? En fait, je dois répéter ça. Si je veux faire plusieurs simulations, je dois répéter cette partie-là pour chacune des valeurs qui me sont données. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais juste rajouter ici une petite boucle. Je vais dire pour i in range le nombre de simulations que je veux générer. Donc, pour commencer, je vais faire un petit nombre, 10. Et j'aimerais que cette partie-là soit répétée. Vous voyez, j'ai indenté, j'ai sélectionné ce que je voulais, j'ai appuyé sur tabulation, donc j'ai indenté cette partie. C'est ça qui va être répété. Le reste n'a pas besoin d'être répété, c'est toujours la même chose. J'exécute, voilà. Donc je devrais peut-être pas mettre de label. Et puis je devrais peut-être mettre une couleur qui est variable. Voilà. Ici, on a maintenant un ensemble de simulations. Donc ce que vous voyez, c'est en fonction du temps, un ensemble de simulations qui ont été générées avec les paramètres qui sont compatibles avec ce qu'on estime comme étant représentatif de l'incertitude. Donc si je régénère un paquet de simulations, vous voyez l'évolution du nombre de bactéries. Toutes ces évolutions-là sont possibles. Elles ont toutes la même probabilité d'exister, puisqu'elles ont toutes été tirées dans les lois de probabilité qu'on considère correctes par rapport aux observations qu'on a faites sur les valeurs initiales, les paramètres, les valeurs max. Donc chacune de ces courbes a la même probabilité qu'une autre d'être acceptée. Et puis ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est de générer un grand nombre de courbes et de faire des statistiques sur la variable qui nous intéresse.
Donc ça, c'est ce que je propose de faire maintenant. Je vais créer un nouveau bloc. Je ne vais pas faire les graphes, mais je vais juste prendre la partie qui m'intéresse. Donc c'est cette partie-là. Je la mets dans un nouveau bloc. Et ce que j'aimerais faire, c'est dire, je veux faire un calcul, par exemple, pour un temps de 1 jour. Quelle est l'incertitude sur le nombre de bactéries auquel il faut que je m'attende pour un temps de 1 jour? Certainement qu'au bout de 1 jour, je vais avoir un nombre de bactéries qui sera pas proche de 50, il sera probablement autour de 100, 150. Mais j'aimerais avoir une idée précise de la distribution statistique du nombre de bactéries possibles à ce temps-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne tout, j'appuie sur Shift tabulation, et ça ramène tout à la base pour enlever et là, ça enlève l'indentation. Et là, je veux générer un nombre de simulations important. Donc, je vais définir une variable avec ce nombre. Je vais commencer par un petit nombre pour voir si ça fonctionne. Et ici, simplement, je vais indiquer que pour chacune de ces variables-là, je vais tirer au hasard. Donc, je vous montre encore une astuce de Jupyter Lab. Vous pouvez corriger en même temps plusieurs endroits, plusieurs lignes. Donc, je sélectionne ici cette première ligne. J'appuie sur la touche CTRL sur mon clavier, et puis je sélectionne celle-ci, et vous voyez ça clignote partout. Donc j'ai relâché CTRL, et maintenant ce que je vais taper, ça va s'appliquer partout. Donc je tape virgule, espace, et vous voyez que ça corrige partout. Je copie, et là j'ai le nombre de simulations. Donc là maintenant, j'ai mes paramètres qui sont des vecteurs, des tableaux qui contiennent n simulations, donc n valeurs initiales, n valeurs de taux, n valeurs, etc. Et puis je veux calculer pour le temps t, et je veux calculer la population à ce temps-là. Donc on va vérifier pour voir ce que ça va donner. Donc là maintenant, je devrais avoir, puisque j'ai demandé 10 simulations pour le nombre de bactéries à un temps de 1 jour. C'est toutes ces valeurs-là. Ok. Donc maintenant, si je veux avoir des statistiques qui soient représentatives, il faut que je fasse beaucoup de tirages. Donc je vais dire 1000 tirages. Je ne vais pas afficher toutes ces valeurs parce que ça va être difficile à lire. Je vais juste faire l'histogramme des tirages qui m'intéressent et je vais les mettre en densité de probabilité en disant density égale true. Et donc là maintenant, ce que vous avez ici, c'est la densité de probabilité que le nombre de bactéries au bout d'un jour soit ce qu'il est. Donc ça, c'est quelque chose que maintenant vous pouvez calculer, vous pouvez estimer l'incertitude. Quelle va être la moyenne, quelle est la variance, quelles sont les quantiles sur cette grandeur. C'est comme ça que vous allez pouvoir estimer l'incertitude. Si je prends un temps qui est plus faible, si je me rapproche de 0, à 0, qu'est-ce que vous en pensez? À 0, l'incertitude qu'il devrait y avoir, elle serait comment? En fait, je devrais trouver une loi uniforme entre 35 et 45. Donc essayons. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Je suis entre 35 et 45, la distribution est uniforme. C'est ça que j'ai imposé. C'est ça que j'ai fait comme hypothèse, que ma distribution était dans cette incertitude-là à l'origine. Donc maintenant, si je suis un petit peu après 0, à 0,3 jours, vous voyez que je vais avoir une distribution qui est légèrement au-dessus. Et si je me place maintenant à un temps qui est beaucoup plus élevé, par exemple à 2 jours et demi, ben vous allez trouver la distribution à 2 jours et demi. Et vous voyez que c'est une distribution qui n'est pas nécessairement gaussienne. Hein. Ici, elle est très asymétrique. Si j'augmente le nombre de bins et le nombre de simulations, on va voir que j'ai une distribution qui a vraiment une allure comme ça asymétrique. Parce que ici, j'ai une limite que je ne peux pas dépasser. Donc ce que je vous ai montré là, c'est une procédure générale qui permet de propager un calcul d'incertitude de manière numérique et facile. Vous avez ici le modèle. Donc le modèle, c'est cette équation qui permet de calculer, dans ce cas-là, la population en fonction des paramètres d'entrée. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Hein. Ça pourrait être le débit dans une source, la concentration en polluants. C'est votre modèle qui dépend de paramètres. Et ces paramètres, on les considère incertains. Donc on a tiré les paramètres incertains dans des lois de distribution grâce à toutes les fonctions qu'on a vues ici qui permettaient de faire ces tirages. On applique la fonction sur toutes les valeurs de paramètres qu'on a calculées et on en déduit à la fin les statistiques sur la grandeur qui nous intéresse. Donc ici, vous avez une statistique sur la population de bactéries à une date de on a combien ici 2,5 jours par exemple. 2,5 jours.
mais on aurait pu sortir ce qu'on voulait. Donc vous pouvez ainsi par exemple calculer la probabilité que le débit d'une source devienne supérieur ou inférieur à un seuil en fonction d'incertitudes sur les variations climatiques. C'est ça la grande idée des méthodes de Monte-Carlo. Donc on reviendra dessus encore une fois la semaine prochaine, mais je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. À bientôt.